Bonjour à tous et à toutes pour cette présentation « Comment créer des effets hallucinants sur son site web, les shaders, une introduction ». Donc ici, je vous ai mis le lien parce que je vais vous donner le lien pour les slides plus tard. Et pour me présenter, donc Simon Bédard, pour ceux qui n'avaient pas encore compris l'accent canadien, en France depuis 2015. Je suis actuellement freelance et professeur. Ancien développeur en SS2I, j'ai fait du jeu vidéo amateur, ancien professeur d'arts martiaux et avec un adorable cocker dont nous aurons la chance de voir sous toutes ses couleurs. Donc pour le sujet d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on voit la place des shaders dans l'écosystème graphique des systèmes informatiques. Donc ça paraît un peu compliqué tout ça. Tout ce que je veux, c'est que vous compreniez c'est quoi un shader, comment on peut l'utiliser, okay, et où est-ce que c'est pertinent d'en mettre en place. On va voir des exemples de shaders sur le web. Okay? Il n'y en a pas des tonnes, mais il y en a de très bons. Donc, on va voir ça ensemble. Et on va découvrir ensemble comment créer un shader pour un site web avec GLSL et TriJS. Il est à noter que ce n'est pas la seule façon de faire des shaders, mais ce sera la plus simple pour aujourd'hui. Donc, encore une fois, des liens. Celui-ci, ce sera vers le site web que j'ai fait pour vous accompagner. Je ne suis pas complètement bête, je vous ai mis un petit QR code. Théoriquement, tout devrait fonctionner sur téléphone. Ça reste des shaders, ça reste un projet que j'ai fait un peu vite. Donc bon, normalement, tout devrait être OK. En pratique, vous viendrez me voir pour me montrer tous les problèmes ensuite. Est-ce qu'on est bon? Je vois encore des téléphones levés. Allez, OK. Donc, pour vous donner une petite idée de pourquoi est-ce que j'aime autant les shaders, je ne sais pas si vous allez reconnaître ce qui se passe à l'écran actuellement. Nous avons ici le magnifique petit Windows Media Visualization, okay, quelque chose d'un peu vieux qui ressemblait à ceci. Est-ce que j'ai fermé le lien? Non. Qui permettait, pour faire très simple, de donner des hallucinations aux enfants qui écoutaient la musique sous Windows. Okay? C'est quelque chose qui m'a vraiment touché, je ne sais pas pourquoi. Okay? Dès que j'ai vu l'option de faire des shaders, j'ai pensé tout de suite à justement ce petit outil-là de visualization. Important de noter que ce n'est pas exactement des shaders qui sont utilisés pour cet outil-là, mais ça s'approche beaucoup des effets qu'on va être en mesure de reproduire sur nos sites web grâce au GLSL. Donc, on va arrêter ça parce que ça lag un petit peu. J'ai déjà 3000 choses de démarrer sur ce PC. Donc, les technos utilisés aujourd'hui pour cette petite présentation. On va utiliser TriJS, projet open source qui est très bien, commencé en 2010, qui permet de faire de la 3D dans votre navigateur et qui est purement JavaScript. Je vais repasser en mode diaporama, ça va être encore mieux. TriJS, c'est très bien. Je le répète, ce n'est pas l'option la plus légère pour faire ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est tout simplement la plus puissante et la plus efficace. Et donc, c'est pour ça qu'on va l'utiliser maintenant. Vous avez ici des exemples, des liens pour quand vous serez sur les slides. On va également faire du GLSL. On ne fera pas exactement de l'OpenGL, on va faire du WebGL. Donc, on a le logo à côté. Donc, c'est à peu près la même chose au final. Donc, ça va être le langage le plus utilisé pour les shaders. Sachez qu'il existe une alternative nommée le HLSL. Si vous trouvez des shaders qui ont été faits pour Unity, c'est probablement ce que vous allez trouver. Il s'appelle le High Level Shading Language pour DirectX. Voilà. Ce qu'il y a de bien avec GLSL, c'est que c'est un support multiplateforme. Okay? Il existe techniquement des alternatives plus bas niveau qui vont fonctionner directement sur des systèmes d'opération, mais on est là pour voir une introduction. On n'est pas là pour faire de l'optimisation. Okay? On va également utiliser de l'HTML, CSS et du JavaScript pur. J'ai essayé de garder ça le plus simple possible. Donc voilà, c'est normalement des technos que tout le monde devrait être relativement familier avec. Et donc, le contexte. Déjà, un shader, c'est quoi? Donc, un shader, c'est un programme dédié au GPU qui va s'appliquer indépendamment sur chacun de mes pixels, à chacun de mes frames, okay, pour pouvoir appliquer des effets, que ce soit des effets de lumière, des effets d'eau, quoi que ce soit. Okay? C'est ce qui va être lancé sur chaque pixel individuel. Pourquoi est-ce qu'on va fonctionner avec un shader? Okay? C'est parce qu'on l'oublie parfois, mais on a quand même des écrans qui font 1920 par 1080 pixels, ce qui nous donne à peu près 2000 pixels. 2000. Oui, beaucoup plus que 2000. Okay? On va avoir à peu près 60 frames par seconde, quand on va avoir un jeu vidéo ou quoi que ce soit, ce qui donne 124 millions de rendus. Okay? Donc, si on essaie de passer ça sur nos 8 cœurs de CPU, il va y avoir 2-3 problèmes. C'est là où est-ce que le GPU devient pertinent. C'est là où est-ce que je vais être capable de paralyser mes calculs, d'exécuter un nombre ridicule de calculs simultanés pour justement affecter chacune de mes images au niveau du pixel individuel à chaque frame. Okay?
Ce petit concept a été fait par ce cher monsieur Edwill Catmull, qui est né en 1945, une très très belle année, qui a créé le premier shader en 1974 pour son doctorat d'université, qui permettait de simuler des effets de surface complexes. Une image vaut 1000 mots, OK? Ce que va nous permettre de base de faire un shader, c'est d'appliquer sur un modèle qui est relativement simple cet effet de justement de texture, de profondeur, qui va permettre de mieux recevoir la lumière, de mieux faire des effets d'ombre. Okay? Donc, ce qu'on voit ici, c'est le même modèle 3D des deux côtés. Hein. On va appliquer la même texture. On va appliquer la même texture des deux côtés. La seule différence, ça va être la normal map qui va être ajoutée. Et cette normal map-là va être interprétée par le shader. Okay? Donc, quand ma caméra va regarder mon modèle, en réalité, il est simple, mais je vais me permettre de l'afficher de façon compliquée parce que je vais être capable de faire un traitement sur chacun des pixels qui est affiché à l'écran. Les shaders, ça sert également à faire des effets d'ombre. Okay? Donc, quand vous voyez la différence de qualité d'ombre, c'est parce que ça peut être très, très compliqué de calculer correctement une ombre. Même si le shader est très, très optimisé, il va quand même falloir qu'il tourne 2-3 fois pour pouvoir modifier chacun des pixels, de prendre en compte la couleur de ce sur quoi il projette, de prendre en compte l'angle de la projection. Voilà, on ne parlera pas d'ombre parce que ça peut rapidement devenir très, très compliqué, mais sachez que c'est des shaders qui vont vous permettre de faire tout ça. Les effets d'eau, c'est également un classique qui va être fait avec les shaders. Okay? Je ne vais pas avoir un modèle 3D qui représente l'eau dans mon monde, ça ne ferait aucun sens. Et donc, la plupart du temps, je vais juste dire, ceci est une zone d'eau. Quand tu l'affiches, affiche comme si c'était de l'eau grâce à un shader. Et vous avez ici, voilà un petit exemple de avant et de après. Si vous tapez le mot shader sur Google, vous allez trouver énormément d'exemples de Minecraft, parce que c'est un jeu qui est presque populaire, okay? Et c'est un jeu qui était visuellement basique, on va le dire comme ça, okay? Mais qui justement peut facilement être enrichi par des shaders, parce que justement la plupart de son affichage est déjà fait par shader. C'est nécessaire pour quelque chose comme Minecraft, qui, on s'en rend pas compte, est quand même un jeu extrêmement complexe, avec un nombre de cubes absolument incroyable qui peuvent changer du tout au rien en un instant. Okay? Donc, c'est mignon tout ça. On n'est pas venu pour parler d'application, on est venu pour parler de web. Okay? Et donc, on va voir quelques petits exemples. Donc, le fameux ShaderToy. ShaderToy qui, je suis pas mal sûr, vous avez déjà entendu parler, parce que c'est un site web absolument incroyable qui permet à n'importe qui d'aller publier les shaders qu'ils ont créés et de les afficher pour tout le monde. Okay? Donc, quand on survole, normalement, si tout se passe bien, on a plusieurs exemples. Okay? Et tout ça, au final, ce sont que des petits calculs mathématiques qui permettent d'afficher des images comme celle-ci. Si je prends mon premier exemple, okay, qui est un petit peu voilà, spécial, ici, ce n'est que du code. Okay? Ce n'est que du code, ce ne sont ici que des formules mathématiques qui permettent justement de générer toute cette image-là, qui est un petit peu psychédélique, qui est franchement magnifique. Et on va également pouvoir faire des trucs comme ceci, qui est probablement le meilleur exemple, okay? Au sens où, on va mettre ça en grand juste pour que vous puissiez apprécier le fait que, voilà, on s'entend pour dire que c'est absolument magnifique. Ce n'est ici que, combien exactement? Quarantaine de lignes de code, et c'est tout. Okay? C'est ultra léger. Cependant, bien évidemment, si j'avais à vous expliquer toutes les formules mathématiques ici, ça pourrait prendre 2-3 minutes. Okay? Et donc, c'est ça qui est de magnifique avec l'art du shader, okay? Ce qu'on peut faire avec le web. Je n'ai pas besoin d'un objet 3D sur lequel je vais projeter des modifications, sur lequel je vais projeter une ombre ou quoi que ce soit. Ce que je vais faire, je vais carrément dire, OK, tout ce que tu affiches, c'est ma formule mathématique. Okay? Il faut s'imaginer que c'est un petit peu comme quand vous faites une petite courbe comme ceci. Okay? Comment est-ce que je sais si ce pixel-là, précisément, devrait être d'une couleur rouge, une couleur bleue, de quoi que ce soit? Bien, je lui passe une fonction, par exemple x plus 1, et je sais que à x est égal à 1, y est égal à 2. Effectivement, mon pixel devrait être de couleur bleue, de couleur rouge, ou quoi que ce soit. Okay? Ça devient bien évidemment un peu plus compliqué que juste un petit x plus 1. Okay? Mais dans l'idée, c'est simplement une méthode mathématique qui est appliquée et de par cette méthode mathématique, mon GPU est capable de dire « Ah, le pixel qui est ici est de telle couleur, le pixel qui est ici est de telle couleur, le pixel qui est ici est de telle couleur. » Et du coup, ben, si je fais ça sur un écran au complet avec une petite formule comme celle-ci, je peux obtenir des résultats comme celui-là. Okay? Petite mention honorable, parce que c'est quand même vachement mignon. Okay? Nous avons ici un premier des 3 exemples de shaders qui ont été faits pour un concours nommé le GIF 2022. C'est un concours qui est organisé à Strasbourg. Et ici, c'est supposé représenter Bordeaux. Bon, j'avoue qu'on ne reconnaît pas beaucoup. Hein. Il y a des poissons, il y a de l'eau. On peut s'imaginer qu'ici, c'est un des clochers. Bon, il y a plus qu'un clocher en France. Hein. On va être d'accord là-dessus. Il y a plus qu'un clocher à côté de l'eau en France.
Il n'empêche pas le fait que sur celui-ci, vous devriez être capable de un peu mieux reconnaître la chose. C'est un peu plus exclusif à Bordeaux. Okay? Justement, on a des magnifiques petits cannelés qui sont des objets 3D qui vont pouvoir se permettre de se transformer en lettres de par le fait qu'ils vont garder la même texture et la même chose. Et finalement, celui qui est probablement le plus impressionnant et qui montre à quel point on peut pousser les shaders à un niveau qui est assez incroyable, vous avez celui-ci. Et on va prendre quelques secondes pour admirer le travail parce que franchement, c'est incroyable. Donc, pour ceux qui ne l'auraient pas déjà reconnu, on a ici le pont de pierre qui va être présenté sous différents angles. Ce que vous avez ici, c'est bel et bien un modèle 3D qui va être interprété par un shader. Donc, il y a tout de même un peu de 3D qui a été fait. Mais tout le reste, la façon dont c'est affiché, on va voir que la façon dont les modules sont engrenagés les uns sur les autres, ça, cependant, ça va être 100% du shader. Okay? Et je dis et je le répète, on met ça dans un bureau d'architecte et ça vend tout de suite. Okay? Et on peut voir que voilà, il va aller sur le défilement, il va aller jusqu'au fond, il va afficher tout. Voilà, avec l'eau, avec les reflets, avec tout ça. C'est un travail qui est incroyable. Et non seulement c'est un travail qui est incroyable, mais ce qu'il y a de bien avec les shaders, okay, c'est qu'on peut se permettre d'interagir avec eux. Étant donné que c'est tout simplement un calcul mathématique, si j'injecte une modification dans ce calcul mathématique, ben, il reste en place. Okay? C'est juste que si je veux tourner et avoir... Oh, c'est un peu compliqué avec cet angle-là, mais voilà, est-ce que j'arrive à l'obtenir? Voilà, on voit que le pont, au final, il est présenté de façon infinie, parce que c'est tout simplement un rendu graphique qui a été demandé d'être fait X nombre de fois. Ça va super vite. Vous pourrez le tester sur vos propres téléphones, sur vos propres ordinateurs. Ça ne consomme pas tant en mémoire que ça. C'est sur mon navigateur et tout se passe très bien. Okay? Donc, on peut vraiment faire des trucs incroyables avec les shaders. Donc, vous avez ici les exemples que j'ai déjà donnés. WaveSilk aussi, qui est parfait que je ne vous ai pas donné un lien parce que sinon je vous perdrai tous. Okay? WaveSilk est une toute petite application qui permet d'interagir directement sur l'écran et de créer des formes justement un peu interprétées en shader, okay? De changer les couleurs, d'enregistrer, de partager. C'est un site qui est mignon, okay? Ce n'est pas ultra utile, on va tous être d'accord là-dessus. Ce qui va être un peu plus utile, cependant, c'est le site qui suit de Lablusion. Okay? Lablusion, qui est une compagnie qui, justement, se spécialise dans les rendus graphiques 3D sur l'Internet. Okay? Et on voit ici qu'ils ont fait un magnifique petit site, et je ne sais pas si on va pouvoir le percevoir à l'écran, mais il est possible d'interagir avec la brume qu'il y a en arrière. Okay? Parce que tout ça est présenté sur un shader. Les calculs de la position de la souris sont pris en considération sur chaque déplacement. Et ça fait, au final, une animation qui est beaucoup plus intime que quelque chose qui est statique. Okay? Quelque chose sur lequel mon utilisateur n'a pas le contrôle. Ici, le fait que je puisse affecter la fumée, okay, c'est déjà incroyable. Et vous allez voir qu'on peut pousser le délire encore plus loin, de faire, justement, de ce que j'ai produit et que je vais vous montrer plus tard, de carrément faire suivre une nuée de points sur ma souris pour vraiment donner l'impression à son utilisateur qu'il a le contrôle sur notre site. Okay? Autre petit... Je vais le montrer parce que voilà, ça ne vend pas grand-chose, mais c'est techniquement extrêmement intéressant. Okay? On va avoir quelque chose comme CineShader qui va permettre de présenter en 3D des shaders 2D. Et justement, on a la personne ici pensive avec le sol qui est capable de refléter le tableau qui est présenté ici. Ce tableau qui, au final, n'est qu'un shader. Okay? Un shader que techniquement, je pourrais mettre en place. Finalement, le code, il est disponible. Okay? Et donc, on voit Turbulent Noise. On voit qu'ils ont même mis une galerie pour pouvoir montrer tous les différents exemples de tous les différents shaders qu'on peut appliquer dans cette salle de cinéma. Donc voilà, tout ça tourne sur mon ordinateur. Oui, cet ordinateur-là est un monstre, okay? Mais normalement, même sur un ordinateur standard, même sur un téléphone, vous devriez être capable de l'afficher parce que, ultimement, on ne s'en rend pas compte, mais c'est extrêmement bien optimisé sans qu'on ait grand-chose à faire pour cela. Donc, il y a aussi les projets TriJS. Bon, je pense qu'au niveau du temps, on va devoir accélérer. Donc, au niveau des avantages, on va avoir une taille relativement légère. Okay? C'est important de comprendre que si j'ai juste mon shader, si c'est juste une série d'équations, ultimement, ce n'est pas très, très lourd dans mon navigateur. Ce n'est pas très, très lourd pour mon serveur à livrer. Okay? Cependant, il faut que le moteur il soit en mémoire. Okay? Bien évidemment, le moteur TriJS, il n'est pas énorme, mais il n'est pas ultra léger non plus. Okay? Et donc, il faut prendre ça en considération. Le calcul se fait sur le GPU, une ressource sous-exploitée par vos navigateurs. Donc, c'est important de comprendre que ce n'est pas le CPU qui va ramer, ce n'est pas la RAM qui vont souffrir, c'est le GPU. Et normalement, le GPU n'est pas très utilisé quand vous êtes sur une page web. Le CSS moderne est capable de prendre un
petit peu de votre GPU pour afficher plus rapidement les pages, mais ultimement, c'est quand même une ressource qui est un peu délaissée pendant la navigation. Ça, c'est bien entendu si l'accélérateur de ressources est activé. Si ce n'est pas le cas, il va essayer de se lancer sur le CPU. Et là, vous allez avoir une très, très mauvaise surprise et beaucoup, beaucoup de lag. Okay? Donc, il faut tout de même être réaliste. Tout ça fonctionne parce qu'on est capable d'exploiter le GPU au maximum. Mais si je n'ai pas de GPU à utiliser pour afficher un shader, on va avoir des problèmes. Okay? Donc, dans le web, c'est encore plus utilisé professionnellement. Okay? Moi, il a fallu que je creuse pour trouver des beaux exemples. Mais du coup, ça veut également dire qu'on est capable de se démarquer encore de par l'utilisation de shaders et d'éléments 3D dans ces sites web. Ça permet des effets absolument incroyables. On va en voir encore d'autres, mais voilà. C'est très, très surprenant, c'est très, très choquant. Ça a l'effet « wow » qu'on peut rechercher pour son site web. Okay? Ça va permettre un certain niveau d'intimité avec le site web. Okay? Ce n'est pas tout simplement comme une vidéo, ce n'est pas tout simplement comme une image. La personne peut interagir avec mon site web directement, avoir un feedback direct sur chacune des actions qu'elle fait sur ma page. Et tout ça pour à peu près le même nombre de ressources que si je mettais en place une vidéo ou quelque chose dans le genre. Et donc, c'est là où est-ce que ça va être un peu plus triste, parce qu'il va falloir qu'on parle comment coder un shader, et c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Ce n'est pas extrêmement difficile non plus. Okay? Normalement, ça devrait être compréhensible pour tout le monde, mais il faut quand même voir les bases. Ça commence dans un main. Okay? Donc, tout dépendamment de ce que vous utilisez, dans le cas de Three.js, ça va être main. Si vous regardez pour ShaderToy, ça va être main object ou main view, quelque chose dans le genre. Okay? Donc, il va y avoir un main, il ne sera pas toujours appelé de la même façon, ce qui peut être un peu problématique. Okay? Il va y avoir un typage fort des variables sans casting automatique, ce qui peut être un absolu cauchemar si vous arrivez du Python, du JavaScript ou de quoi que ce soit. Okay? 4, ce n'est pas un float, 4.0, c'est un float. Et il va vous taper sur les doigts à chaque fois que vous faites l'erreur. Okay? Il ne vous le corrigera même pas. Et donc, ça peut rapidement devenir très, très compliqué, surtout si vous avez écrit beaucoup de code sans tester. Je parle par expérience. Nous allons principalement utiliser ce qu'on appelle des vertex shaders et des fragment shaders. Pour simplifier le truc au maximum, nous, ce qu'on va principalement regarder, ce sont les fragment shaders. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va avoir les meshes, donc mon objet 3D. Okay? Mon objet 3D, donc je vais découper en zones en utilisant le vertex shader. Ce vertex shader-là va dire « OK, c'est parfait, voici telle zone, voici telle zone, voici telle zone », fait le remplissage et le fragment shader va du coup pouvoir arriver et dire « OK, tel pixel, je le veux telle couleur, tel pixel, je le veux telle couleur, tel pixel, je le veux telle couleur. Okay? » Pour pouvoir interagir avec mes shaders, je vais pouvoir utiliser ce qu'on appelle des uniformes. Okay? Donc, les uniformes, c'est quelque chose qui va être pareil sur tous mes lancements. Donc, sur chacun de mes pixels, je vais avoir fourni la même ressource pour utiliser, que ce soit par exemple une vitesse, le temps actuel ou quoi que ce soit. Okay? C'est ce que je vais distribuer à tout le monde. Le varying, un peu plus compliqué, on va voir le varying de base, okay? Mais c'est comment j'ai découpé mes vertex, je vais pouvoir faire varier comment mes pixels devraient réagir selon où ils se trouvent dans une zone particulière. Je le répète, on va garder ça simple. Okay? Nous, ce qu'on va principalement manipuler, c'est le GL frag color. Il va tout de même... Ah oui, c'est vrai. Donc, le vertex va diviser mes éléments, c'est ce qui va être lancé en premier. Okay? Le fragment, c'est ce qui va appliquer leur couleur à chacun des pixels et qui va être du coup activé après le vertex. Et en parlant de notre fabuleux petit vertex, vous avez ici le petit vertex le plus simple possible et je vous rassure, c'est le seul vertex que nous aurons besoin pour tous nos exemples. Okay? Donc, on va quand même se donner la peine de comprendre ce qui se passe ici. Okay? Notre but, c'est de créer un vertex qui va couvrir à lui seul l'ensemble de l'objet. Ça ne se voit pas tout de suite, il va falloir qu'on creuse un petit peu pour le comprendre. Okay? On va prendre les coordonnées de la texture générée par ce vertex et les stocker dans VUV, qu'on peut voir ici comme étant mon varying. Donc, tout ce qu'on dit au final, c'est OK, je t'ai mis un vertex partout. Okay? Voici les coordonnées de où tu es face à ce vertex. Ne te pose plus de questions. Okay? On va set la perspective à 1.0. On va voir un peu plus tard pourquoi ça c'est important. Okay? On va adapter l'espace au point de vue de la caméra, Projection Matrix et Model View Matrix, qui sont deux éléments qui sont fournis par Three.js. C'est en partie pourquoi ça peut rapidement devenir compliqué avec les shaders. Okay? Tout le monde va avoir ses petites variables internes et ça peut créer un bordel monstre. Donc ici présent, je vous ai fait la méthode de base, ça devrait être relativement simple. Okay? Et je vais assigner le résultat final à GL_position pour définir où le vertex apparaîtra à l'écran.
Donc, l'idée, c'est très, très simple. Okay? J'ai une zone, prends la zone au complet, m'établis tes coordonnées, on passe à autre chose. Okay? C'est ce que ce vertex-là va faire. Et au final, c'est la seule chose dont j'aurai besoin pour pouvoir créer les effets dont on a vu tout à l'heure. Enfin, le plus impressionnant, ceux avec les objets, ça va être un peu plus compliqué, mais pour les modèles, comme on a vu, de couleurs et de tout ça, ça va être suffisant. Donc ici, dans mon fragment, je reçois mon VUV. Okay? Donc j'ai eu le découpage qui a été fait par mon vertex, je viens l'utiliser dans mon fragment. Je rentre dans mon main et je vais définir une couleur. Une couleur qui aura quoi? Qui aura un RGB, un vecteur 3, donc un vecteur avec 3 éléments, mon R, mon G et mon B. Et ici, je lui dis, OK, ton B est égal à 1 moins ta position en X. 1, ça signifie quoi? 1, ça signifie entièreté. Okay? Je ne sais pas, en arrière-boutique, qu'est-ce que ma carte graphique est capable d'afficher en tant que couleur. Okay? Je ne sais pas si elle va afficher sur du 255 pixels, je ne sais pas si elle va en avoir plus ou si elle va en avoir moins de 255 bits. Okay? Tout ce que je sais, c'est qu'elle peut afficher du bleu, et je lui dis « affiche du bleu okay? ». Soustrait par ta coordonnée. Encore une fois, je ne sais pas la taille de mes coordonnées. Tout ce que je sais, c'est que c'est un début et une fin, un 1 et un 0. Okay? Et donc, je vais pouvoir me situer entre. Et donc, ce que je lui dis, commence très, très fort, va-t'en de plus en plus vers la droite, et du coup, disparaît quand tu atteins la fin de ton objet. Okay? Ici, le fragment color, c'est tout simplement ce qui va être sorti par mon fragment. Okay? C'est ce qui va me permettre de dire, ce pixel, il est de telle couleur. Et si je lui dis, ce pixel, il est de la couleur que j'ai construite, avec un alpha, avec une transparence de 1, et donc, il n'est pas transparent du tout. Donc, c'est compliqué et c'est relativement simple. Okay? C'est ce que je viens de vous expliquer. Si je vous montre la petite démo qui, justement, est disponible de par le lien que je vous ai montré, on a exactement ceci. Un objet qui commence en bleu et qui finit en noir parce qu'il n'y a plus de bleu à l'intérieur de sa couleur. Okay? On a ici le même code. C'est relativement simple. Au niveau du JavaScript, on va passer très, très vite fait. Okay? Sachez que tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de lui déclarer une scène, donc un endroit où je vais pouvoir installer mes objets 3D, parce que je vais préparer ma scène pour mon spectacle. Okay? Je vais mettre une caméra, le point de vue qui regarde cette scène. Comme un spectateur, vous êtes techniquement une caméra face à la scène qui est actuellement présente. Le renderer, à la limite, le renderer, ce serait notre petit projecteur qui va justement étaler les objets, préparer, mettre les couleurs en place et tout ça. Okay? Et pour le reste, je mets en place une géométrie qui, au final, va être un plane. Donc, je mets tout simplement un grand canvas sur lequel je vais pouvoir peinturer. Encore une fois, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de termes, mais une fois qu'on les comprend, ce n'est pas très, très difficile. Okay? Je peux, bien entendu, commencer à m'amuser un peu avec des mathématiques. Okay? Donc, qu'est-ce que je lui ai dit ici? Je lui ai dit, écoute, pose-toi une question. Est-ce que tu te trouves entre 0.4y et 0.6? Okay? Est-ce que tu te trouves également entre 0.4 et 0.6x? Est-ce que tu es en plein centre de mon item? Okay? Si c'est le cas, j'aimerais que ta couleur soit de 0, 0, 0, donc complètement noir. Si ce n'est pas le cas, j'aimerais que tu prennes que ton R de RGB, soit ta position en Y. Okay? Donc, si je commence tout en haut, je suis complètement rouge. Si je vais tout en bas, je suis complètement noir. Au niveau du bleu, on a fait l'inverse. 1 moins ta position en X, comme on avait tout à l'heure. Et c'est du coup comme ça qu'on voit le dégradé qui se forme avec le petit trou en plein milieu, parce qu'il a été capable de prendre ma conditionnelle, de dire, bon, ben écoute, si tu es entre les deux, tu t'affiches en noir. Sinon, tu te donnes la peine de mettre des belles couleurs. Okay? Bien évidemment, la vie n'est pas aussi simple que cela, malheureusement. Okay? Et donc, théoriquement, pour obtenir la même chose, normalement, je devrais écrire ce petit code. Okay? Parce que j'essaie au maximum d'éviter d'utiliser des if, j'essaie au maximum d'optimiser le code que j'écris, quitte à le rendre complètement illisible. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de pixels à mon écran. Je lance mes requêtes très souvent. Donc, dès que je peux aller sauver un minimum, je vais essayer d'aller le sauver. Okay? Et donc, théoriquement, c'est comme ça qu'on devrait écrire du code quand on fait des shaders, avec des ranges, des steps, des multiplications pour dire, bon, ben, si j'en ai un des deux qui est égal à 0, ça veut dire que les deux sont faux. Et donc, je fais mon if avec des nombres au lieu de le convertir en booléen. Pour faire très simple, ne vous cassez pas trop la tête là-dessus au début. Okay?
Les GPU modernes sont capables de gérer bien des bêtises que vous allez faire. D'ailleurs, je vais vous montrer ma grosse bêtise qui utilise un nombre de if absolument aberrant. Okay? Mais sachez que théoriquement, si on essaie de réellement optimiser les choses, il faut éviter au maximum les if. À partir de maintenant, je vais ne faire qu'utiliser des if. Okay? Donc, si je veux pouvoir interagir un peu avec mon shader, le classique, c'est d'y rajouter une notion de temps. Okay? Parce que bien évidemment, si mon shader il ne bouge pas, il sera assez peu intéressant. Okay? Ça, on peut tout simplement du noir au rouge, on peut le faire avec une fonction CSS tout court. Là, on n'a pas besoin de se casser la tête. Ce qu'on va vouloir faire ici, c'est utiliser un sin. Okay? Pour ceux qui se souviennent de leur cours de maths, un sin peut aller entre 1 et moins 1. Ce que ça va me permettre, ça, c'est d'avoir une boucle infinie. Okay? Donc, je mets mon temps ici, je l'injecte dans une boucle infinie qui va toujours me dire, bon, ben, je suis égal à 1, 1.5, 0, moins 0.5, 1. Okay? Et à partir de ça, je peux faire des multiplications, je peux faire tout ça pour pouvoir vraiment contrôler l'affichage comme je le souhaite. Tout ce qui m'importait avec mon sin, c'est d'avoir une boucle infinie que je vais pouvoir utiliser. Et du coup, tout ce que je fais, j'injecte le temps actuel dans mon shader et il gère tout le reste par une fonction mathématique. Okay? On voit que ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit qu'il y avait une valeur animée, qui est un sin du temps fois la vitesse, parce qu'on veut toujours pouvoir s'amuser avec la vitesse. Okay? Et je lui dis, bon, écoute, ton rouge, c'est tout simplement ta position en X. Cependant, ton bleu, non, ton vert, excusez-moi, ton vert, c'est un animated value, et c'est pour ça qu'on voit justement le vert qui apparaît et qui disparaît, et qui crée un jaune ici quand il est rajouté par-dessus le rouge. Okay? Tout simplement parce que voilà, il va y avoir cette oscillation, et une fois de temps en temps, il va être égal à plus que 0. Vous noterez également que quand il est égal à moins 1, il ne me lance pas une erreur. Okay? Les shaders sont capricieux, mais on vous permet tout de même de faire un certain nombre de choses. Si vous lui passez 3000, il n'en a rien à foutre. Il va tout simplement afficher la valeur au maximum. Si vous lui passez moins 3000, il n'en a rien à foutre aussi. Okay? Tout ce qui lui importe, lui, c'est de savoir, bon, ben, est-ce que je suis égal entre 0 et 1? OK, je vais agir en conséquence. Du coup, si je continue... Ah oui, ici, je vous ai mis un paquet de petits exemples de fonctions, okay, pour vous montrer un peu comment fonctionne au final cette oscillation à travers le temps. Ici, vous avez une sin, ici, vous avez une cos, ici, vous avez une tan, cosine, cosin, cotan, okay, qui vous montre un peu comment est-ce que mon équation va se déplacer. Je le dis et je le répète, de base, tout ce que je fais, c'est présenter une équation et de lui dire, bon, ben, si effectivement mon équation est égale à 2 au moment du 1x, je veux que tu affiches un pixel ici. Okay? Donc, pour pouvoir jouer avec tout ça, je vais pouvoir utiliser le sin, le cos et le tan pour pouvoir lui dire, bon, ben, OK, je veux que tu changes à telle vitesse, je veux que tu changes de telle façon. Si j'ai un sin d'un côté, je peux avoir un tan de l'autre pour pouvoir avoir un remplissage entre les deux. Okay? Bon, tout ça, c'est des mathématiques. C'est pas un peu plus compliqué qu'il ne le faut, mais sachez que tous ces outils-là sont à votre disposition quand justement vous voulez faire vos équations. Maintenant, ça ne serait pas... Ah oui, ici, ça vous donne aussi un petit exemple de ce qui se passe quand vous changez la valeur 1 dont je discutais tout à l'heure. Okay? Donc ici, j'ai mis un animated W sur mon gel position pour pouvoir changer la perspective. Et on voit qu'effectivement, ma perspective, elle s'approche et elle s'éloigne de mon objet. Okay? La plupart du temps, vous n'en avez pas besoin. Ne vous cassez pas la tête. Okay? Vous mettez une perspective de 1 et vous vous amusez plutôt dans le fragment. Et donc, en parlant de s'amuser avec le fragment, vous pouvez bien entendu utiliser des textures. Les textures peuvent être tout et n'importe quoi, comme la photo de votre chien. Okay? Ultimement, ici, ce n'est pas très, très compliqué. Ce que j'ai fait, j'ai passé l'image en tant qu'un simpler 2D à mon shader. Et du coup, il a, pixel par pixel, dit « Ah, OK, dans la photo, ici, c'est du bleu, donc moi, je vais te mettre du bleu. Ici, c'est du rouge, ici, je vais te mettre du rouge. Okay? » Et donc, il fait corréler 1 à 1, ici, de mon GL Fragment Color, la color qu'il a réussi à extraire de la texture qui lui a été passée en tant qu'uniforme. Donc, pour faire très, très simple, j'ai dit à mon shader, voici une image. Il a dit, OK, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai à tel pixel? Qu'est-ce que j'ai à ma position VUV? Ah, OK, j'ai tel pixel, parfait, c'est lui que je vais aller prendre et c'est lui que je vais utiliser pour afficher à l'écran. Okay? On notera que mon vertex est toujours le même. Je ne me suis pas cassé la tête. Ici, j'ai rapidement mis le JavaScript qui n'est pas très, très compliqué, surtout quand on utilise tree. Okay? Je dis, écoute, voici un loader, voici une image. Quand tu l'auras de disponible,
injecte-le dans mon shader. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Okay? C'était affiché en blanc jusqu'à ce qu'il a réussi à rapatrier l'image. Parfait, il a injecté dans le shader. On peut commencer à s'amuser avec. Et s'amuser, we will. Donc, on voit ici, c'est un peu subtil, que j'applique ce qu'on appelle un grayscale. Okay? L'idée d'un grayscale, ça c'est aussi faisable en CSS, c'est de dire je vais prendre mes couleurs et je vais les tourner en nuances de gris. Donc, si mon image est plus foncée, je vais avoir un gris qui est plus foncé. Si c'est plus pâle, je vais avoir un gris qui est un peu plus pâle. Okay? Ça, la façon de faire, c'est que techniquement, je peux dire, OK, prends en considération ton R, ton G, ton B pour savoir à quel point est-ce que ce que tu regardes est foncé. On se souvient que noir, c'est 1, 1, 1. OK? Et donc, ça me donnerait un total de 3. Divise justement tout ça par 3, par le nombre maximum que tu pourras avoir. Et ensuite, utilise-le pour chacune de tes couleurs. Donc, je neutralise mes couleurs. Je fais tout simplement une moyenne de chacune de mes couleurs pour pouvoir le dire, OK, ben ce pixel-là, il est un peu plus foncé. Ce pixel-là, il est un peu plus pâle. Donc, c'est un peu compliqué, encore une fois, mais comme je vous ai mis à disposition les exemples quand on commence à jouer avec. Ce n'est pas si compliqué que ça. Le moment où ça commence à être drôle, c'est que, comme j'ai dit, j'ai le contrôle absolu sur mes pixels. Okay? Ce qui veut dire que si je décide de lui dire, écoute, je veux que tu grayscale une partie et je veux que tu appliques une fonction sur ce qui reste, okay? Mais je peux le faire avec un petit code comme ceci. Donc, je vais continuer de lui dire, écoute, si c'est relativement bleu, j'aimerais que tu m'appliques un grayscale. Sinon, si tu considères que ton élément il est suffisamment foncé, j'aimerais que tu m'appliques cette petite fonction. Cette fonction qui fait quoi? Qui prend en compte un signe. Ce signe-là, il est basé sur le temps et la position en X. Okay? Tout le reste est assez peu important. Et selon la valeur qui va avoir été obtenue de ce calcul, tu vas modifier mon R, mon G et mon B. Et c'est ce qu'on voit et c'est ce qui donne un peu cet effet d'hallucination. Okay? Parce que, ben déjà, les couleurs changent à travers le temps, okay? Mais elles changent également selon la position en X de mon pixel. C'est pour ça qu'on a un peu l'impression que le vert, il se déplace, que le bleu, il se déplace et que tout ça, parce que mon calcul n'est pas juste exécuté sur le temps, il est également exécuté sur la position du pixel au sein de l'image. Okay? Et, encore plus marrant, si je me dis, bon, ben, c'est mignon d'avoir un chien qui a toutes les couleurs, mais si je gardais mon chien de la même couleur et que je changeais le fond, okay? Ben, c'est ultra simple à faire au final. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de changer un signe sur une conditionnelle et le travail, il est fait. Okay? J'ai un effet qui est absolument hallucinant. Bon, pour le meilleur et pour le pire, ça, c'est une autre discussion, okay? Mais j'ai tout de même un effet qui est hallucinant, okay? Et qui a été calculé de façon extrêmement simple. Je lui ai dit, écoute, si c'est suffisamment bleu, tu le mets en gris. Sinon, tu prends en considération, OK, est-ce que je considère que ça passe un certain threshold ou non? Et si c'est le cas, parfait, on va jouer avec les couleurs. Okay? Donc, je pourrais parler de ces modifications-là très, très longtemps, mais c'est une introduction, donc on ne se cassera pas trop la tête. Ce qu'on va devoir dire, c'est qu'il est bien évidemment possible d'intégrer la souris, okay? Sinon ce ne serait pas drôle. Vous noterez cependant que la souris manque un certain niveau de précision, tout simplement parce qu'elle est basée sur le canvas et non pas l'image en tant que telle. On peut techniquement optimiser un petit peu et essayer de faire une souris un peu plus précise, mais bon, elle n'est pas beaucoup plus précise. C'est un peu compliqué, okay? C'est possible de le faire, mais voilà. Je trouvais que ça sortait du scope de ce que je voulais vous montrer, le fait d'avoir une souris qui se déplace. Mais bon, j'aurais pu être plus original plutôt que d'avoir un point noir. J'aurais pu mettre tout en noir et tout simplement dire tu affiches les pixels de l'image si je me trouve ici. Désolé, j'ai manqué de temps. On va être tout à fait honnête. Et j'ai manqué de temps parce que je me suis amusé à faire des bêtises comme celle-ci qui, voilà, ça c'est, voilà. Ça, c'est, j'ai poussé un peu trop, OK? Mais vous allez voir qu'au final, au niveau du code, je vous laisserai creuser par vous-même, c'est pas beaucoup plus compliqué. Okay? C'est juste des petts jeux de couleurs, c'est des else if, c'est de se poser la question, est-ce que je considère que ce pixel-là, il est de telle couleur? OK, mais prends le pixel qui est à côté, fais comme si c'était déplacé. Okay? Et donc, ça peut donner des effets qui sont, voilà, je répète, hallucinants dans le meilleur et pour le pire. Donc, du coup, petit rappel sur les uniformes, petit rappel sur les vecteurs, petit rappel sur les courbes, j'ai pas assez de temps. Donc, processus artistique, parce que, bon, le but, c'est que tout de même que vous soyez capable d'aller jouer vous-même avec tout cela, OK? Et j'aimerais vous rassurer que ChatGPT fonctionne relativement bien pour pouvoir faire des shaders, OK? D'ailleurs, je ne vous ai pas montré, je vous l'ai montré tout à l'heure, beaucoup des shaders que j'ai faits dans la démo ont été créés par ChatGPT.
Alors, ils ont été créés par ChatGPT. Il a fallu que je corrige son code, que je fasse des modifications à outrance et tout ça. OK, mais tout de même, l'idée de lui dire, OK, j'aimerais que tu présentes à peu près ceci, la plupart du temps, il va être capable de vous accompagner, de vous donner les informations de base. Cependant, vous noterez qu'il faut toujours faire attention aux hallucinations. OK? J'ai demandé à Claude de créer un shader qui représente de l'eau. Claude a créé le shader, mais nomme deux variables avec le même nom, ce qui veut dire que mon shader tombe en erreur. Gros paresseux que je suis, je demande à Claude de modifier la variable en question, OK? Sauf qu'il efface 3/4 de son code et il dit, bon, ben, voici une version simplifiée. Et du coup, c'est même pas le même shader. Hein. C'est pas juste qu'il a dit, voici la version que tu dois modifier. Non, 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 non. Il m'a carrément réécrit un nouveau shader, mais il le fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Donc, à la remarque de cet effacement, il crée un shader qui utilise maintenant le déplacement de la souris, sans terminer l'implémentation du déplacement de souris. Donc, bien évidemment, ça ne fonctionne pas du tout. Okay? Et finalement, je reviens sur la première version et je le renomme moi-même la variable. Donc, on est encore là au niveau des AI. Okay? Je vous avouerai que je ne pense pas que j'aurais réussi à faire une présentation qui est aussi complète sans l'aide de ChatGPT. Par contre, c'est aussi parce que je savais ce que je faisais en utilisant ChatGPT. Donc, on est encore là. Les AI, c'est super bien comme encyclopédie. Ça ne fait toujours pas de miracle. Okay? Et du coup, création de nuages de points, je vais juste passer très, très vite fait parce que le temps me manque. Okay? Juste pour vous dire qu'il y a un paquet de démos, il n'y a pas juste des hallucinations. Okay? Quand je vous parlais justement des shaders qui ont été créés par ChatGPT, normalement dans les commentaires, j'ai mis les auteurs. Bon, je crois que vous voyez les deux shaders qui ont été empruntés à Shader Toy. Okay? Il y a une très légère différence de qualité entre ceux-ci et tout le reste, mais celui-ci a été fait par Claude, celui-ci a été fait par Claude, celui-ci a été fait par ChatGPT, celui-ci, je ne me souviens plus, mais voilà. Il a quand même réussi à créer des éléments de base qui me permettraient, à partir de là, de faire les modifications que je souhaite, de comprendre un peu mieux ce que je fais. Et d'ailleurs, si vous voulez vous amuser, vous pouvez mettre des hallucinations partout. Okay? Comme je dis, j'ai passé un peu trop de temps à le faire, ce petit site de démo, et comme je dis, normalement, ça fonctionne sur téléphone. Normalement. Ça, c'est voilà. Tout ça pour dire que, pour justement revenir à ce concept de petit nuage de points, moi, c'est ce qui m'a permis de m'inspirer pour cette présentation. Okay? À la base, moi, comme je t'ai dit, les shaders, ça m'a toujours intéressé. Et je me suis dit, vous savez ce qui serait bien pour mon site web? D'avoir justement une espèce de nuage de points okay? Que je pourrais utiliser pour pouvoir dire, bon ben voilà, mon utilisateur, il pointe vers telle icône, il pointe vers telle icône, il pointe vers telle icône. Okay? La version que vous avez sur la gauche ici, d'ailleurs, normalement, si rien n'a planté, voilà, on peut encore l'afficher ici, c'est une version qui a été générée justement 100% par ChatGPT. J'ai posé la question, écoute, voici mon projet, voici ce que j'aimerais faire, où est-ce que je dois commencer? Et du coup, il m'a dit, ben écoute, si tu veux faire une espèce de nuage de points avec différents éléments qui vont rejoindre tes items, il va te falloir, ben justement, le fameux nuage de points, il va falloir une fonction qui est capable de suivre ta souris, il m'a donné l'ensemble des instructions, et au final, maintenant, ça ressemble un peu à ceci. Bon, je pense qu'on ne voit pas très, très bien. Je vais peut-être devoir bâtardiser la chose un peu. Oups, oui, sinon ça va être un peu violent. Voilà, est-ce que ça va fonctionner ça? On va peut-être pousser un peu plus et voir si ça fonctionne encore ici. J'aurais tellement dû taire mon téléphone, moi. OK. Donc, on voit pas beaucoup. Bon, vous viendrez voir à l'écran si vous voulez, mais j'ai vraiment cette espèce de nuage de points, cette espèce de chose qui a l'air d'être vivante, okay? Qui va être capable de suivre ma souris, qui va être capable de changer de couleur, qui va être capable de tout doucement suivre, disparaître, retourner dans le cœur. OK? J'aurais vraiment dû fermer le téléphone. Et du coup, ça va me donner un effet qui est franchement unique et, je le répète, ne consommera pas tant de mémoire que ça au final. Oui, j'ai un nuage de points qui fait approximativement 20 000, 30 000 points actuellement, okay? Mais ces 20 000, 30 000 points-là ont été générés par JavaScript. Si j'avais envie de pré-générer ces points-là, ben, j'aurais tout simplement pu mettre en place un JSON. Okay? Et donc, il y a vraiment place à l'optimisation. Mais on voit qu'on peut avoir des effets qui ne sont pas trop mal en approximativement 40 heures. Donc ça, c'est la partie qui est un peu moins drôle. Okay? Ça a quand même pris énormément de temps à faire ce petit projet-là. Et il est, d'après moi, très, très loin d'être terminé. Okay? Mais c'est important de comprendre que voilà, ça reste que c'est accessible. À la base, je ne savais pas trop ce que je faisais. J'ai demandé à ChatGPT, écoute, voici mon objectif, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour pouvoir atteindre cet objectif? Et du coup, il m'a montré étape par étape, par étape, par étape, pour passer de ce petit point blanc qui est, voilà, c'est mignon, hein, c'est très, très mignon, mais c'est quand même vachement plus impressionnant quand j'ai les couleurs du site qui changent au fur et à mesure et qui suit tout doucement la souris. Je pense qu'on est bon sur les timings. 5 minutes. Est-ce qu'il y aura des questions? Oui, OK, oui.
Je vais en profiter pour le faire taire. Non, mais dans ce cas-là, ce que je vais vous mettre, oups, je vais retrouver ma souris. Ouais. Ouais. Mhm. Je t'entends, t'inquiète, t'inquiète. Absolument. Donc, je suis passé un peu vite fait dessus. Normalement, tu vas avoir une boucle update. Bon, la mienne est un peu bâtard parce que justement, j'ai besoin de prendre en considération un paquet de types de shaders différents parce que je les présente tous sur une seule et même page, sur une seule et même canvas. Si je te montre, ça va être les galeries simples. Non, ça va être le HTML. Moi, je veux le JS. Galerie simple, shader. Tac, 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 tac. Donc voilà, je vais avoir mon animate ici qui, par exemple, va se poser la question, est-ce que celui-ci actuellement est dispose? Ah oui, donc la question, c'est au final comment est-ce qu'on fait avec TreeJS pour pouvoir animer le time. La plupart du temps, effectivement, il va falloir une fonction animation qui va devoir être kickstart au niveau du JavaScript. Et donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que voilà, j'ai ma petite fonction animate time qui va prendre en considération le time parce que justement, c'est quelque chose que TreeJS est capable de suivre pour moi. Tout ce que j'aurais besoin de faire maintenant, c'est de l'injecter dans mon matériel de shader. Okay? C'est ce qu'on voit ici. Bon, actuellement, je me pose la question, est-ce que le uniforme, donc est-ce que l'ensemble des uniformes qui sont à injecter dans mon shader sont actuellement initialisés? Si c'est le cas, est-ce que ce uniforme-là prend en considération le temps? Si c'est bel et bien le cas, parfait, je vais pouvoir y injecter justement ma notion de temps multiplié par 0.001 pour pouvoir ralentir un peu la chose, parce que justement, si je vous mets un 1 ici, les shaders vont aller un peu vite. Okay? Et c'est la même chose que je vais faire d'ailleurs au niveau du high resolution. Donc, on n'a pas vu de shader qui utilise high resolution, mais je peux également passer en tant qu'information à mon shader la résolution actuelle de mon écran. Et du coup, c'est comme ça que je vais le faire. Je le répète, l'ensemble du code, il est disponible. Je vais remettre le QR code tout de suite après. Mais voilà, en 45 minutes, de présenter et le GLSL et le JavaScript, ça a été un peu compliqué. Et donc voilà, merci à tous et à toutes.